La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous êtes bien sur la voix d'Ambroise Paré, c'est Antoine au micro pour mon émission Une heure ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler de Star Wars avec Patrice Giraud, qui est le spécialiste français par excellence de Star Wars. Et donc, j'ai l'honneur d'avoir Patrice. Alors, exceptionnellement, c'est par téléphone aujourd'hui, l'interview. Donc, j'ai Patrice au bout du fil. Bonjour Patrice. Bonjour. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à mon invitation. En tant que fan de Star Wars, c'est un grand plaisir pour moi de t'avoir au téléphone puisque, eh bien, j'ai quelques-uns de tes ouvrages et voilà, je te suis dans les médias depuis quelques années. Eh ben, merci beaucoup. Moi, c'est un plaisir de partager ma passion avec les autres. Voilà. Alors, je vais tout simplement, dans un premier temps, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore, eh bien, lire ta biographie. Voilà. Tu me diras si tout est exact à la fin. Je pense que c'est bon. Donc, tu es directeur de publication de presse spécialisée. Tu as édité pendant 15 ans plusieurs titres, dont Lucasfilm Magazine, le magazine officiel de Star Wars, la revue de cinéma Starfix, les magazines officiels de Buffy contre les vampires, Smallville et bien d'autres encore. Au cours de cette période, tu deviens le grand spécialiste de Star Wars en France. Tu assistes même au tournage des 3 films de la deuxième trilogie de la saga, c'est-à-dire les épisodes 1, 2, 3, qui étaient tournés fin des années 90, début des années 2000. Tu as rencontré régulièrement George Lucas. Tu es même fait figurant dans La Menace Fantôme, l'épisode 1, et tu doubles des droïdes de combat dans la version française des épisodes 1 et 3. En 2005 et 2013, tu organises des conventions officielles Star Wars au Grand Rex à Paris, ainsi que la soirée d'anniversaire des 30 ans du retour du Jedi. En 2005, la Cité des Sciences et de l'Industrie fait appel à ton expertise pour écrire le scénario et réaliser la sélection d'objets et d'œuvres de Star Wars Expo, qui deviendra, avec plus de 750 000 visiteurs, le plus grand succès au monde pour une exposition sur la saga. Depuis 2008, tu es directeur des expositions de science-fiction-archive.com et tu as mis sur pied de nombreuses expositions dont tu es le commissaire, les jouets Star Wars au Musée des Arts Décoratifs à Paris, Science et Fiction à Lille et Robots, des films aux jouets au Musée des Arts et Métiers. En 2013, Lucasfilm a fait de nouveau appel à toi pour collaborer à l'exposition Star Wars Identities à la Cité du Cinéma à Paris et à la Sucrière à Lyon. En 2011, tu t'associes à Arnaud Grunberg pour relancer la marque Starfix sous la forme d'une société de production cinématographique. Donc tu as produit un deuxième long métrage avec Starfix Productions et aujourd'hui, parallèlement à tes autres activités, tu es consultant auprès de nombreux licenciés Star Wars et tu écris toujours dans le magazine officiel Star Wars Insider. Et en plus d'être le co-auteur, tu as supervisé pour les éditions de l'Écliptique la création du livre Génération Science-Fiction, publié par les éditions Brajlon. Et je rajoute également, puisque je crois qu'elle date un peu cette biographie, qu'entre-temps tu as sorti aussi Star Wars Objet du mythe, qui est un livre juste magnifique que j'ai j'ai dans les mains en fait, sous les yeux pendant que je te parle. Voilà. Est-ce que j'ai bien résumé? Enfin, est-ce que la biographie résume bien on va ton parcours? s'arrêter là, mais je fais plein de choses, je m'occupe constamment. Alors, c'est le principe de ma vie, c'est que j'ai toujours des nouveaux projets à initier et à mettre en marche. Il y en a qui se développent pas et puis il y en a qui se développent. Voilà. Alors, pour commencer cette émission, ce que j'ai envie tout simplement que tu nous expliques, c'est d'où t'est venue la passion pour Star Wars. Quand est-ce que tu l'as découvert? Est-ce que tu l'as découvert entre guillemets en direct dans les salles de cinéma dès la sortie d'un Nouvel Espoir qui s'appelait La Guerre des Étoiles tout court? À l'époque, il n'y avait même pas épisode 4 en 1977. Donc c'est ça, tu l'as découvert au cinéma, le tout premier? Exactement, oui, sur les Champs-Élysées, en octobre, premier week-end de la sortie de La Guerre des Étoiles. Je me souviens de ma mère disant à mon frère, tiens, amène ton petit frère voir ce film, là tout le monde en parle. Voilà, et donc je suis allé au cinéma. Je me souviens, j'avais 10 ans, hein, donc à l'époque, on allait au cinéma pour voir quelques comédies de Luc Funès, les Walt Disney et tout. Donc là, j'allais voir tout de suite un film qui était clairement plus pour les adultes. Et je me souviens surtout que la salle était blindée et j'avais jamais vu ça de ma vie. Ah oui? Ouais. Et je me rappelle que j'étais au premier rang sur la droite. En plus, c'est la salle de l'Ermitage qui est en bas des champs, encore le Gaumont.
et je voyais je me souviens que l'image était complètement en biais, mais malgré ça, j'ai vécu de ma vie la seule fois une expérience cinématographique unique, c'est-à-dire que j'ai eu ce qu'on a eu le phénomène d'identification, c'est-à-dire que je suis devenu Luke Skywalker pendant 2 heures et qu'il n'y avait plus de notion de film, pas film, c'est-à-dire que je suis rentré dans le film. Et tu avais quel âge à l'époque? 10 ans. 10 ans. Ah 10 oui, ans, donc c'était... et J.J. Abrams, c'est pas à mon âge. J'ai été la génération marquée par Star Wars, puisque les études des grands psychologues disent que de toute façon, l'âge fondamental dans je dirais la croissance d'un être humain, c'est les 10-12 ans. Voilà. On remarque par exemple chez Steve Jobs, il avait 12 ans quand il a vu Star Trek à la télé. Et dans Star Trek, qu'est-ce qu'on trouve? L'iPad et l'iPhone. Voilà. Oui. 10-12 ans, c'est un âge où on peut être marqué par quelque chose qui fait que c'est ce qu'on va devenir plus tard. Voilà. Et ben moi, Star Wars m'a tellement marqué que j'en suis pas sorti. Et voilà. Et tous les gens de ma génération sont devenus des cinéastes, sont devenus, voilà. Ça a été pour nous une école de cinéma parce que le film nous a tellement fascinés au-delà du film, c'est qu'on a voulu tout découvrir, tout savoir. C'est-à-dire que ça a été un moteur à savoir comment c'est faire. Il y a les storyboards, il y a la musique de film, il y a un monteur, il y a un directeur photo. Voilà, ça a été un vrai motivateur. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir continuer grâce à Star Wars et de continuer dans Star Wars, quoi, qui est vraiment une chance incroyable. Et donc ça a été un souvenir qui a changé littéralement ta vie. Ah ouais, voilà, je à 10 me ans. souviens. Non, Le comment les générique choses qui marchent. défile. Je me souviens de la projection, ouais. Je me souviens de sortir de la salle, je vois le hall intérieur de ce building qui est sur les champs. Ça, c'est marrant comment tout d'un coup, tout s'est imprégné en moi de cette diffusion, quoi. Ah écoute, en tout cas, on sent que tu es passionné par Star Wars et donc on va en parler après une première pause musicale. On va bien entendu pendant cette heure d'émission, vous faire écouter des extraits de la bande originale de Star Wars par le grandiose John Williams. Et donc le premier extrait, c'est dans l'épisode 4, c'est le tout premier épisode qui est sorti en 1977 dont Patrice nous parlait à l'instant. Et donc c'est le morceau qu'on entend à la cantina lorsqu'il y a la rencontre avec Han Solo et Chewbacca, Yann Solo et Chic Tabac en version française dans la toute première version. Tout de suite, donc c'est la musique de la cantina sur la voix d'Ambroise Paré. La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous êtes bien sur la voix d'Ambroise Paré, c'est Antoine au micro pour mon émission 1 heure ensemble. Aujourd'hui, on parle de Star Wars avec Patrice Giraud, le spécialiste français de la saga Star Wars. Et donc, en début d'émission, on parlait du parcours de Patrice, du choc qu'il a eu à 10 ans quand il a vu l'épisode 4, le tout premier, en 1977 au cinéma aux Champs-Élysées à Paris. Et puis, donc, Patrice, tu nous expliquais que ça a changé ta vie, puisque tu en as fait ton métier. Et je voulais voir un petit peu, savoir un petit peu le ressenti critique à l'époque, puisque moi qui suis de 82, j'ai baigné avec les Star Wars qui passaient régulièrement à la télé. J'avais les cassettes VHS à l'époque que je regardais tout le temps. Mais j'ai pas suivi les sorties qui étaient respectivement, je crois, en 77. Alors, l'Empire contre-attaque, c'est quelle année? C'est 80 ouais. Et 83 pour le Retour du Jedi, ouais, c'est ça. Exactement. Et donc, quelles ont été les critiques à l'époque? À l'époque, on n'avait pas encore Internet, etc. Où là, on lisait les critiques dans les journaux et dans les magazines spécialisés. Ça a tout de suite été reconnu comme un chef-d'œuvre, comme quelque chose qui a bouleversé le cinéma, ou est-ce que ça a pu être dézingué également? Pour remettre dans le contexte pour les gens qui n'ont pas connu cette époque, le film était révolutionnaire, visuellement. Au-delà de l'histoire, c'était un choc visuel. C'est-à-dire que le film avait littéralement 10 ans d'avance sur tous les autres films, visuellement. Techniquement, au niveau du son et de l'image, tout le monde était sur le cul. Personne ne comprenait
était incapable de dire comment Lucas avait fait son film. C'était de l'ordre de l'incompréhensible. Donc c'est pour ça que ça a été une révolution déjà, première chose. Après, en France par exemple, unanimement, les critiques étaient positives, à part bien sûr les gardiens du temple, peut-être les cahiers du cinéma, ou on peut encore revoir sur le masque et la plume, où c'était les vieux à l'époque, et puis même il y a un mec qui s'insurge durant l'émission en disant mais vous comprenez rien, vous êtes une bande de vieux cons, c'est génial. Voilà. Il faut pas oublier que le film a eu 10 nominations aux Oscars, dont meilleur scénario. C'est pas rien. Aujourd'hui, Star Wars, c'est une franchise, on prend ça un peu légère, mais le film de George Lucas a été pris pour meilleur scénario Oscar. Il l'a pas eu. Mais il C'était pour quel épisode, celui-là? Pour le tout premier, 77. Pour l'épisode 4. On a créé un Oscar spécialement pour Star Wars. Le sound design, l'Oscar du sound design n'existe pas avant Star Wars. Mais là, tout d'un coup, Ben Burtt a créé des sons pour le film. Généralement, un ingénieur du son, il reprend des sons. Non, lui a créé des sons. C'est qu'on a compris qu'il y avait un nouveau métier dans le métier du cinéma, c'était sound designer. Donc, on a créé un Oscar spécialement pour lui. Visuellement, bien sûr, ça a eu l'Oscar des meilleurs effets spéciaux. Et même James Cameron dit aujourd'hui, mais comment en 77 on a donné meilleur film à Woody Allen meilleure réalisation à Woody Allen. Comment George Lucas ne l'a pas eu? C'est encore incompréhensible puisque le film était tellement révolutionnaire. Le film aurait dû avoir tous les Oscars. C'était du jamais vu. Il a changé la face du cinéma et l'histoire du cinéma. On a aussi tendance à oublier que tout ce que la création de Star Wars et l'argent qu'a pu mettre Lucas après en recherche et en développement permet aujourd'hui d'avoir des IRM dans les hôpitaux, parce que George Lucas, après Star Wars, a injecté 3 millions de dollars en recherche et développement pendant 5 ans. Oui. Ah oui. Et 3 millions de dollars à l'époque, c'était énorme. Et lui, c'était en recherche et développement parce qu'il voulait pouvoir mettre l'image numérique sur de la pellicule et inversement être capable de prendre la pellicule et la mettre dans l'ordinateur. Et ça, les outils n'existent pas. Donc, il a engagé des gens de grandes universités américaines, dont un qui est après devenu le numéro 2 de chez Pixar et qui après a été le numéro 1 de chez Disney, et qui vient prendre sa retraite, mais parce que Lucas a massivement, grâce à l'argent de Star Wars, injecté, parce que Lucas est un visionnaire, et que Lucas voulait avoir des outils qui n'existaient pas, donc il les a fait créer. Mais simplement que ce qui a été créé pour faire du divertissement, après a transpiré un peu, c'est un peu comme aller sur la Lune. Après, ça permet de faire des évolutions dans tous les niveaux de la société. Ça a permis de faire une telle avancée technologique, ça a permis d'avoir assez rapidement des IRM. Voilà. Ça, personne n'en parle. On parle toujours de George Lucas et de l'argent, mais George Lucas, et comme Walt Disney, et comme toutes ces grandes personnes, c'est des visionnaires et c'est des gens qui sont un peu hors système. Alors aujourd'hui, on a tous nos problèmes avec des gens en médecine qui sont un peu fous, mais quelque part, on a besoin de gens qui ne rentrent pas dans le système et dans les tiroirs. Et c'est justement parce qu'ils ne rentrent pas dans les tiroirs qu'ils sont géniaux. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si on est dans les tiroirs, on n'a rien de génial. Mais alors du coup, comment il a été perçu à l'époque? Parce que il était ami avec Spielberg qui a d'ailleurs aidé un petit peu. Spielberg était extrêmement jaloux des succès de Lucas, mais bien avant déjà mais ils avaient collaboré ensemble sur les Indiana Jones. Ah non, alors je sais pas si c'était après. Indiana Jones, c'est arrivé après. Après, oui, mais ils collaboraient. Pendant le tournage de l'Empire contre-attaque, ils ont tourné, pendant le montage de l'Empire contre-attaque, ils ont tourné Indiana Jones. Oui, voilà, c'était en parallèle, voilà. Mais Spielberg et Lucas se connaissaient d'avant de USC. Spielberg avait vu le court-métrage THX 138 de Lucas, et il le dit même dans les interviews, il dit « j'ai vu le film, j'étais jaloux de ce mec. Quelle vision incroyable avait George Lucas !» Et le travail formidable des maquettes, puisque j'avais vu un making-of il y a quelques années et on voyait dans l'épisode 4 à la fin, quand on est dans la tranchée de l'étoile noire, eh bien tout ça a été refait, une maquette énorme sur je sais pas combien de dizaines de mètres, avec une petite caméra qui se balade au milieu dans la tranchée.
Ouais, sur des parkings, à lancer des trucs qui explosaient sur une maquette sur un parking. Enfin, tout était bon. Ils ont tout inventé. Il fallait tout réinventer parce qu'à l'époque, tous les studios, pratiquement quand il a lancé la production du film, c'était un mois avant, le dernier studio d'effets spéciaux avait fermé à Hollywood. Et il restait plus que des mecs qui faisaient des effets spéciaux pour les publicités. Donc la bouteille de shampoing qui vole dans l'image ou le hamburger de chez McDonald's, voilà. Et donc il a débauché 2-3 mecs. Et c'est là où on peut dire merci quand même à son producteur de l'époque, qui était Gary Kurtz, qui a réussi, avec Robert Wise, qui était l'associé de producteur, à réunir un peu ce que j'appelle la Dream Team. C'est-à-dire que au niveau du son, au niveau des effets spéciaux, au niveau du montage, au niveau du scénario, partout, ils ont une chance incroyable. Ils ont chopé des gens qui étaient en complète symbiose avec le sujet du film, qui se sont défoncés et qui avaient chacun leur part de génie. Et tous ces génies, je dirais, ensemble, ont eu cet effet que le résultat final est absolument incroyable. Et c'est pour ça même que Lucas a eu du mal. Alors, cette équipe géniale, on l'a retrouvée dans les 3 Star Wars, dans les 3 Indiana Jones. Et c'est vrai que fin des années 90, quand il a fallu réinitier les nouveaux Star Wars, et ben c'est pas facile de retrouver la même équipe. Et c'est tout le problème aujourd'hui, qu'ont les bronzés, qu'ont tous ces films incroyables d'une époque, d'arriver à retrouver la même équipe, et puis que l'équipe aussi ait la même mentalité, parce que c'est un George Lucas de 77 n'est pas le même George Lucas que 1995. Oui. Comme un artiste évolue, donc c'est très compliqué de refaire dans le temps la même chose pour les mêmes gens. Donc quand ça a existé, déjà c'est merveilleux. C'est très très difficile à recapturer. Après, ils ont le même problème sur les Indiana Jones. Après, même Spielberg à refaire Indiana Jones 4, ça se passe pas aussi bien. Voilà. Il y a eu une magie sur Star Wars de l'époque. Voilà. Et on a eu de la chance de l'avoir vécu. Eh ben écoute, on va justement là tu parlais du bond dans le temps de la fin des années 90 avec la deuxième trilogie des épisodes 1, 2, 3. Je te propose de refaire une pause musicale et puis juste après la reprise de l'interview, eh bien nous parlerons justement du tournage des épisodes 1, 2 et 3 et je veux absolument que tu m'expliques ton expérience de figurant dans l'épisode 1 parce que ça doit être extraordinaire de vivre ça. Donc, le deuxième morceau que je vais vous faire écouter, c'est le thème de Yoda dans l'Empire contre-attaque. Donc, je vous fais tout de suite écouter ce morceau de John Williams sur la voix d'Ambroise Paré. La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous êtes bien sur la voix d'Ambroise Paré, c'est Antoine au micro pour mon émission 1 heure ensemble. Aujourd'hui, on parle de Star Wars avec le spécialiste français Patrice Giraud. On parlait en début d'émission de sa découverte du film directement en salle, à sa sortie en 1977. On a parlé un peu de la révolution qu'était Star Wars dans le monde du cinéma, de la révolution technologique également, de tout ce qu'a apporté George Lucas dans le milieu du cinéma. Et puis là, on fait un petit bond dans le temps puisque, pour rappel, les Star Wars, la trilogie originale, les 4, 5, 6, datent de 77, 80 et 83. Et après, il y a La menace fantôme, l'épisode 1. L'épisode 1, pardon. Oui, c'est pas toujours évident des fois. Les gens qui connaissent pas Star Wars comprennent pas. Alors attends, c'est d'abord 4, 5, 6, après c'est 1, 2, 3, après on refait 7, 8, 9. Bon. Donc l'épisode 1 qui a été tourné donc à la fin des années 90. Et alors déjà, ce que je voudrais comprendre, puisque moi, je voudrais que tu nous parles de ton expérience de figurant. C'est déjà entre 83 et la fin des années 90. Comme je te disais, moi, j'ai baigné dans l'univers Star Wars, mais j'ai pas la sensation quand j'étais ado et que j'arrêtais pas de parler de Star Wars, il y avait pas le même c'était un cercle plus fermé. Aujourd'hui, c'est du Star Wars à outrance avec c'est aussi parce que Disney est aux manettes, mais voilà, il y avait un engouement Star Wars, mais dans un cercle un peu plus fermé. Qu'est-ce qui s'est passé entre 83 et la fin des années 90, et pourquoi George Lucas a voulu revenir aux manettes? Ah, t'as exactement dit ce qu'il fallait dire, c'est qu'effectivement, il y avait quelque chose. C'est-à-dire que moi, je voyais bien, j'allais au resto, et j'entendais des gens, et souvent des gens de ma génération,
parler de Star Wars. C'est rare de trouver des gens qui ont seulement de parler d'un même film partout. Alors, on voyait bien que c'était un film qui avait marqué une génération. Et puis moi, à l'époque, j'étais en école de commerce, et puis j'avais mon pote Arnaud Grimbert qui revenait des États-Unis, qui était à la convention des 10 ans de Star Wars, et qui me ramène le premier bulletin du fan club officiel qui venait de lancer, le Lucasfilm Fan Club. C'est une sorte de petit magazine. Et je m'étais dit, oh, c'est génial, on pourrait faire ça en France. Et moi, très naïf, j'écris chez Lucasfilm aux États-Unis. Et puis j'étais jeune, j'avais jamais fait de société, j'avais pas de cheveux blancs, ça a bien changé depuis, mais et les Américains, ils étaient assez enthousiasmés par ce que je leur proposais, mais ils ont quand même fait le tour de tous les éditeurs à Paris avant de me dire OK, Patrice, on avance. Et à l'époque, tout le monde a refusé. Mais moi, je savais que sans argent, sans société, c'était maintenant. Je savais que Lucas allait revenir faire des nouveaux films, des nouveaux Star Wars, c'était sûr. Mais personne n'était persuadé. Donc moi, j'avais la passion. J'ai réussi à convaincre les Français, j'ai réussi à convaincre les Américains. Et finalement, à tout petit budget, j'ai eu l'accord de lancer le magazine. Et j'étais le premier à l'étranger surtout. C'est-à-dire que ça n'avait jamais été fait. Donc j'ai essuyé les plates, mais ça s'est très bien passé. Et j'ai eu une chance incroyable parce que c'est une femme chez Lucasfilm, qui est Louise Riley. Parce que là-bas, il y avait un peu des réticences de passer à un jeune Français qui n'a rien fait les droits de la marque Star Wars. Et c'est cette fille très à l'américaine qui a dit « Ouais, mais attendez, je crois en lui. Les maquettes qu'il me propose sont mieux que les maquettes du magazine américain existant. Il y a ce côté, vraiment, c'est un jeune, on lui fait confiance. » Et cette femme m'a aidé et j'ai eu les droits pour lancer le magazine. Ça a été une aventure incroyable. Mais effectivement, faut pas oublier qu'à l'époque, aucun éditeur à Paris, tout le monde a refusé Star Wars. Tout le monde, je le dis, tout le monde a refusé Star Wars. Et quand je vois aujourd'hui effectivement la folie Star Wars et qu'aujourd'hui je suis devenu une espèce de leader d'opinion sur Star Wars, parce que là je me fais une interview. Moi je suis le même je suis le même qu'en 77. Je n'ai pas changé, ma passion est identique. J'ai rien de plus, j'ai rien de moins. Mais à l'époque tout le monde se foutait de ma gueule. Aujourd'hui on m'appelle pour passer sur LCI et BFM TV. Et je vois du Star Wars partout. Et effectivement, j'ai du mal à me reconnaître dans le fan de Star Wars aujourd'hui parce que je vois des gens, je dis, c'est pas les gens qu'on croisait à l'époque. À l'époque, c'était vraiment des fans qui s'intéressent pour le côté cinématographique. Aujourd'hui, les gens sont fans du design, du vaisseau, du film, mais plus d'une manière, parce que c'est devenu un truc de masse. Voilà. C'est devenu, alors on aura l'occasion peut-être... C'était élitiste, c'était pour les gens qui aimaient le cinéma, la qualité des effets spéciaux. On était une petite poignée. Aujourd'hui, une petite communauté. Voilà. Une petite communauté de passionnés. Et aujourd'hui, c'est un peu le consumérisme. Alors, on en parlera un petit peu en fin d'émission sur la nouvelle trilogie. Et on s'étalera pas trop sur la toute dernière trilogie parce que, en plus, je risque de dire des trucs pas très sympas. Donc, mais comme tous les phénomènes de masse, même moi, et avec tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai appris, j'ai quand même travaillé sur Star Wars de manière quotidienne pendant 15 ans. Et Dieu sait que j'ai lu des bouquins, je lis pratiquement tous les jours de ma vie sur George Lucas et consorts. Il y a des gens aujourd'hui qui me font toujours la leçon sur les réseaux sociaux qui ne connaissent rien. Mais ça, je dirais, c'est parce que c'est devenu un phénomène de masse et que on arrive avec tous les travers de la masse, quoi. Et quand est-ce que tu as rencontré George Lucas, du coup Alors la première fois que je l'ai rencontré, je l'ai croisé déjà. J'étais allé à l'avant-première d'Indiana Jones et la dernière croisade à Londres en 89. Donc c'est la première fois que je l'ai vu. Après, je l'ai croisé à l'inauguration d'Indiana Jones et Temple du Péril, l'attraction à Disneyland Paris. Je crois que c'était en 93 ou 94, un truc comme ça. Ouais, 94, je crois. Et après, je l'ai revu sur le tournage de Star Wars. Non, je l'ai revu Orange, je l'ai croisé Orange en 96, et j'ai mangé avec lui pour la première fois sur le tournage de. Ah non, j'ai dû avoir vu. Non, c'est en 97 à Livingston à Londres sur le tournage de l'épisode 1. Voilà. Et après, je l'ai revu sur chacun des deux autres films. Ça doit être quelque chose de le rencontrer en vrai pour quelqu'un qui est fan depuis qu'il a 10 ans. Oui, et puis moi je tiens à lui dire merci parce que
tout George Lucas qu'il est, il a été charmant, il s'est occupé de nous, alors qu'il aurait pu dire à son armée, à ses producteurs, à ses attachés de presse, vous êtes gentils, vous vous occupez d'eux, j'ai autre chose à faire. Non, non, il a toujours pris le temps de s'occuper de nous parce que nous étions le relais envers les fans et que pour lui c'était important. Donc il a un côté très terre à terre, très. Et voilà. Et sur le troisième film d'ailleurs, quand on est en Australie, sur le tournage de La Revanche des Sith, je l'ai trouvé hyper détendu. Comme si tout d'un coup, la chape de plomb s'était retirée. C'est-à-dire que voilà, il arrivait au bout de sa deuxième trilogie. Pour lui, l'affaire était, ça y est. Son rêve arrivait à une finalité. C'est pour ça qu'à l'époque, il disait qu'il n'y aurait pas d'autres films. Voilà. Il était heureux d'arriver, enfin, maintenant, plus rien dans l'industriel, plus rien peut m'empêcher de les produire. Parce que c'est quand même des films à 100 millions de dollars. Il aurait pu dire, voilà. Peut-être que l'épisode 2 aurait pu être un échec financier, il n'aurait pas pu faire ça. Là, il savait qu'il faisait le troisième, qu'il finissait son œuvre. Donc, il avait un côté hyper relax. On a même rigolé, déconné avec lui. C'était vraiment, vraiment agréable, quoi. Et comment ça s'est passé, le tournage? Donc, tu as été figurant dans l'épisode 1. C'est sur la scène de fin à Naboo, c'est ça? Voilà, on a tourné. On s'en souvient parce qu'on était sur le tournage faire des interviews de tous les membres de l'équipe. Et on devait tourner dans la foulée. Puis, il y a eu un problème, je crois, de temps ou je sais pas quoi. Et puis, on est rentré à Paris. Moi, je fais l'aller-retour en Eurostar. Et puis, c'est le week-end où Lady Di est décédée. Donc, on est reparti à Londres la semaine d'après pour tourner les séquences. Donc, on était à Livingston, c'était en plein air. On s'est pris des coups de soleil parce qu'on est resté 3 jours au soleil. Et je me souviens qu'on est reparti, je crois, le vendredi soir. Et c'était ou le samedi matin. Et je me souviens que c'était vraiment problématique parce que tout Londres était bloqué. C'était les obsèques de Lady Di. Et on savait pas si on allait pouvoir arriver à la gare depuis l'hôtel parce que tout Londres était bloqué. Quoi. Enfin, voilà, donc on s'en souvient. C'est pas des bons souvenirs, mais voilà, ça nous a marqué. Mais c'était dans des studios sur fond vert, c'est ça? C'était pas. Ah non, ils avaient construit cet énorme décor. Alors c'était les studios de Livingston qui avaient été convertis en studio pour le film précédent, qui était GoldenEye, le James Bond. C'était studio Rolls-Royce où ils faisaient des moteurs Rolls-Royce pour les avions. Donc il y a une piste d'atterrissage pour les Boeing et en fait donc là tout l'extérieur ils avaient converti ça, c'était la ville de Naboo, de Sid dans le film. Donc on voyait tous les escaliers, il y avait un bout du décor qui était construit et voilà, on a été là au soleil pendant 3 jours et on les a déplacés de mètres carrés pendant 3 jours. On était une centaine de figurants pour simuler toute la foule qu'on voit à la fin. Oui, donc moi je suis un petit pixel vert à plein d'endroits. Et Lucas est très fort parce qu'il a eu 100 figurants à l'œil, puisqu'il y avait les enfants de Spielberg, les enfants de Coppola. En fait, il appelait tout le monde. Tes enfants veulent dans le Star Wars, tu me les envoies. Et donc, on était tous là, voilà. Donc, il n'y a pas de petites économies et il faisait plaisir à tout le monde. Bah, c'est ce que j'allais dire. En tant que fan, c'est quand même un gros plaisir d'être figurant. Et puis moi, après, ce qui était génial sur l'Attaque des clones et la Revanche des Sith, c'est que littéralement, on allait faire des interviews, mais je revenais sur le plateau et je me mettais juste derrière George Lucas, quoi. Il était assis. Oh là là. Et on le regardait travailler, quoi. On restait pendant des heures et des heures. C'était génial, quoi. Génial. Et t'as fait le doublage en VF de robots, c'est ça? Oui, alors c'était comme j'avais demandé, parce que voilà, moi je faisais de la localisation du magazine, donc je faisais des trucs pour les Français, et pour moi la VF c'était vraiment quelque chose d'important, surtout que la VF originale est très très bien, et donc j'ai réussi à avoir l'autorisation pour suivre les doublages des 3 films, et je me suis bien entendu avec le responsable du doublage qui était Fred Taïeb, qui était chez Dubbing Brothers à l'époque, et qui était un mec génial, et vers la fin du doublage il m'a dit allez, le chef des fans, tu vas dans la cabine, je te fais faire la voix d'un droïde, voilà. Donc je suis le tout premier droïde qui se fait détruire dans Star Wars, c'est moi, voilà. Voilà, ce qui était vraiment sympa de sa part. Et j'ai refait des voix après sur les 2 autres films. J'ai refait un droïde face à Grievous dans l'épisode 3, voilà. C'est des très bons souvenirs et c'est vrai que c'était une sorte de famille et tout le monde était très fier, très heureux de travailler sur ces films. De toute façon, c'était. J'imagine. Et puis travailler pour George Lucas parce qu'il y a un côté, moi de toute façon, qu'est-ce qui m'a toujours plu dans Star Wars? Star Wars est extraordinaire, mais c'était George Lucas. C'était l'homme, c'était comme Disney, c'est le mec qui a tout révolutionné. Le son, les jeux vidéo, le THX, ILM, Star Wars, Indiana Jones, enfin le mec, il a tout changé dans les années 80, quoi. Les gens se rendent pas compte. Ce gars nous a
a tout changé. Et c'est ça qui me fascine. C'est l'homme derrière les œuvres qui me fascine. C'est pour ça que mon magazine s'appelait Lucasfilm Magazine et pas Star Wars Fan Club comme voulaient les Américains au départ. Et je me suis battu pour que ça soit moi c'est Lucasfilm Magazine, quoi. Toi, t'es fan de Voilà. Lucas avant d'être fan de Star Wars. Parce que l'homme m'a toujours fasciné, et il me fascinera toujours, parce que ces gens-là se sont battus pour nous quelque part pour tout changer, parce que une fois de plus ils rentrent pas dans les tiroirs, donc eux-mêmes se sont battus pour faire bouger les choses. Aujourd'hui, on a du montage numérique, des caméras numériques, nos iPhones. Merci George Lucas, il a investi dans le numérique pendant 25 ans. Voilà. Mais à chaque fois, il s'est battu contre, et notamment le cinéma numérique, les caméras numériques et les projections numériques dans les salles de cinéma. En France, je me souviens du lobby du CNC. Non, il n'y aura pas de cabine de projection numérique. C'est une honte. Hein. Voilà. Et à chaque fois, il y a eu les querelles de chapelle de partout. Bon, mais lui s'est battu et il a imposé. Et merci à lui, il a tout changé. On va avoir justement l'occasion de parler un peu de ça dans la dernière ligne droite après une nouvelle pause musicale, parce qu'au niveau justement des effets spéciaux, moi je voudrais avoir, il y a eu un tournant pour moi, c'est que justement dans l'épisode 1, 2, 3, pour moi en tant que fan, pour moi il y a trop de tournage sur fond vert. Et du coup, il y a pas cette magie qu'il y avait dans les épisodes 4, 5, 6 avec les maquettes, les reconstitutions, parfois en grandeur réelle, le tournage à l'extérieur. C'est peut-être un peu trop d'effets spéciaux tue le film. C'est mon point de vue, en tout cas, dans les épisodes 1, 2, 3. Et on va parler dans la dernière ligne droite des épisodes 7, 8 et 9 de la nouvelle trilogie. Et même si, je disais tout à l'heure, est loin d'être ma préférée, il y a quand même une volonté de revenir un peu aux sources sur les effets spéciaux et notamment sur le fait d'avoir reconstruit beaucoup de choses de tournage en extérieur et beaucoup de vaisseaux, même en grandeur nature. Et donc, on aura l'occasion de parler de ça dans la dernière partie. Et donc, tout de suite, pour une pause musicale, toujours, on retourne sur la BO de Star Wars de John Williams. On va aller du côté de Luke et Leia, le thème de Luke et Leia. Je crois que c'est dans le Retour du Jedi, celui-là. On va tout de suite l'écouter sur la voix d'Ambroise Paré. La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous êtes bien sur la voix d'Ambroise Paré, c'est Antoine au micro pour mon émission 1 heure ensemble. Aujourd'hui, nous parlons de Star Wars avec le spécialiste français Patrice Giraud. Donc nous parlions pendant toute l'émission de l'histoire un petit peu de Star Wars, de le premier film en 77, de la découverte de ce film en salle par Patrice Giraud qui est devenu ensuite fan. Nous avons parlé de la première trilogie, nous avons parlé de la deuxième trilogie que George Lucas a réalisée fin des années 90, début des années 2000. Là, on refait un bond dans le temps. Je crois que c'est en 2012 que Lucas a revendu à Disney, c'est ça, 2012 ? C'est ça. Et je me souviens encore le matin au radio réveil à la radio où il disait il y aura ça a été racheté et il y aura une nouvelle trilogie Star Wars qui va sortir. Et là je me souviens que j'étais très perplexe. C'est-à-dire qu'il y a un côté de moi qui se disait chouette, Star Wars, je suis fan, on va avoir des nouveaux, et de notre côté dire ok, est-ce qu'ils vont pas trop user le concept, est-ce qu'ils vont pas tous étaient perplexes, oui, voilà. Et après comme on le disait toi et moi en antenne, on va pas trop faire le débat parce que je pense qu'on peut faire un débat d'1 heure sur la nouvelle trilogie, mais on va parler, on va être factuel sur certains aspects. C'est que déjà c'est J.J. Abrams aux manettes du 7 et du 9, Rian Johnson sur le 8. Petite parenthèse, je suis convaincu qu'il aurait fallu laisser J.J. Abrams faire la trilogie en entier. Ouais. Parce que l'épisode 8, de l'avoir donné à quelqu'un d'autre pour que J.J. Abrams revienne dans le 9 pour dire alors attends, ce que t'as fait dans le 8, je vais le démonter, je vais reprendre là où j'en étais, je refais à ma manière. Je trouve que c'est parti un peu dans tous les sens. C'est un peu dommage, mais ça, encore une fois, c'est mon avis. Mais en tout cas, le fait que J.J. Abrams qui reviennent aux manettes, c'est ce que tu disais, il a le même âge que toi, donc il avait 10 ans quand il a découvert le Star Wars au cinéma en 77, et est-ce que c'est un fan de la première heure, ou est-ce que c'est oui, je dirais un peu par opportunisme, ou c'est son papa travaillait à la Fox en plus, voilà, donc il a
Il a dû avoir entendre parler beaucoup de Star Wars à l'époque. Et oui, et il a été absolument, il l'a vu à l'époque et il s'en cache pas. Et une fois de plus, comme nous, hein, c'est comme moi, comme on associe Arnaud, c'est que ça a été quelque part pour les gens qui s'intéressaient à ça, ça a été un film qui a donné envie de faire du cinéma. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une telle magie. C'est comme quand on voyait un tour de magie, c'est que sûrement qu'un tour de magie doit donner envie à des gens de savoir comment on fait un tour de magie et puis ils deviennent magiciens. C'est-à-dire que nous, ça a été le cas, c'est que le film était tellement exceptionnel, mais comment on fait un truc comme ça? Comment on a à créer de la magie visuelle? Et nous, on s'est vraiment renseigné là-dessus. Et moi, j'ai fait une école de cinéma, je fais de la production aujourd'hui. Voilà, c'est pas par hasard. C'est Star Wars a été le déclencheur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez dans de nombreux programmes énormément de références. C'est que c'était un marqueur très important. Et James Cameron le dit lui-même. Hein, lui, il était camionneur à l'époque. Hein, et il a vu Star Wars. Il a dit OK, je plaque tout. Là, je deviens réalisateur parce que c'est arriver à faire ça avec l'outil cinéma, c'est juste magique. Voilà. Ridley Scott, il préparait Alien. Il a vu Star Wars, le Alien qu'il préparait, il a tout mis à la poubelle et il a fait ce truc crasseux avec du Giger. Voilà, c'était pas du tout l'Alien qui devait arriver. C'est-à-dire que tout d'un coup, il a changé le paradigme de tout le monde. Et J.J. Abrams, pour la petite anecdote, a fait notre dernière trilogie Star Trek au cinéma. Donc c'est quand même le réalisateur qui a fait Star Trek et Star Wars. Émission impossible. C'est l'homme des franchises. Mais je vais dire, les fans de Star Trek et de Star Wars, voilà, c'était quand même deux clans des fois un peu opposés, mais gentiment. Mais bon. Moi, j'adore les deux, hein, donc. Non, mais c'est pour ça. Il y a des fois une petite rivalité, mais qui est plus à prendre au second degré. Alors, sur les épisodes 7, 8, 9, bon, qu'on arrive à la fin de la mission, on n'a pas le temps trop d'en parler, mais je te disais tout à l'heure par rapport au décor, moi il y a quelque chose que j'ai retrouvé dans les derniers épisodes, c'est je trouve qu'au niveau des décors, on retrouve quelque chose de plus authentique qu'on avait dans les épisodes 4, 5, 6. Là, je vais t'arrêter parce qu'en fait, il y a beaucoup de foutaise dans ce que dit la promotion. C'est vrai? C'est qu'ils disent il y a beaucoup de réel. En fait, c'est faux. Il y en a un peu plus, mais il y a quand même énormément de synthèse. Simplement qu'on la voit pas. Et on l'a pas mis parce que les épisodes 1, 2, 3, les making-of, tu les vois souvent sur fond vert. L'épisode d'1, 2, 3, c'est que George, il voulait, comme sur l'époque de Star Wars, que ces films aient une nouvelle révolution technologique. Donc, il s'est engouffré dans le numérique. Alors, à l'époque, c'est pas ça qui nous a choqué quand on a vu l'épisode 1 à l'époque, mais la tâche était énorme. 2000 plans d'effets spéciaux en numérique, c'était du jamais vu chez Elam. Il savait même pas comment ils allaient. Il a vraiment trop poussé ses équipes. Et d'ailleurs, il a proposé quelque chose de différent, finalement. Oui, mais c'est pas ça, c'est que aujourd'hui, je pense que l'épisode, tu vois, on le retravaillera avec les outils d'aujourd'hui, tu verras rien, tu dirais c'est génial. Dans l'épisode 1, il y a des choses qui fonctionnent très bien. La course de pod fonctionne très bien, il y a de la maquette, il y a beaucoup de synthèse. Mais elle se voit pas parce que elle est bien gérée et que le film, il a 20 ans aujourd'hui, et tu le regardes, il y a rien à dire, c'est nickel. Et dans les épisodes 7, 8, 9, ils ont, parce que moi j'ai une question, je vais te dire, je vais te poser une question que mon neveu m'a posée, parce que quand je lui ai dit hier que j'allais faire une émission avec toi, je lui ai dit, est-ce que tu veux que je pose une question à Patrice Giraud sur Star Wars, et du coup il m'a dit, écoute, j'ai une question à poser, c'est, est-ce que dans les épisodes 7, 8, 9, ils ont recréé la maquette ils ont recréé le Faucon Millenium en taille réelle? Est-ce qu'ils ont recréé les vaisseaux en taille réelle? Est-ce qu'il existe? Ils l'ont fait en taille réelle, comme ils l'avaient fait à l'époque. Dans les épisodes 4, 5, 6, c'était déjà en taille réelle, le Faucon Millenium, quand on le voit en plan large. Sur le Suite 77, c'était une moitié de Faucon. Sur l'Empire contre-attaque, c'était un Faucon complet, même qui était sur des systèmes d'hydroglisseurs qui pouvaient donc se soulever et se déplacer dans le studio. Et sur le Retour des Jedi, ils en ont fait un complet que tu vois même pas parce que c'est la séquence de la tempête du désert et la séquence a été coupée et que quand tu vois le Faucon Millenium plus loin dans le film, c'est une peinture sur verre. Mais il a été construit sur les 3 films. Voilà. Et sur le dernier film, à l'épisode 9, l'ascension de Skywalker, ils ont même refait le Blockade Runner grandeur nature. Donc oui, il y a des choses, mais les budgets des nouveaux Star Wars, il est 2 fois voire 3 fois supérieur à celui de George Lucas des nouveaux films. Car là où George faisait un film à $100 millions, à Disney, ils ont un budget de 200 à 250, voire $300 millions. Je pense que le dernier Star Wars, il est plus proche des $300 millions que des 200. Il y a une débauche de moyens que Lucas... Et c'est ça le problème aussi des nouveaux Star Wars,
c'est que George Lucas de l'épisode 1, 2, 3, c'est que le producteur a pris le pas sur le réalisateur. Quand il a fait les épisodes 4, 5, 6, il y avait cette notion que fallait pas se louper, quoi. Sur les 1, 2, 3, c'est un producteur aguerri et il fallait faire des bons films, mais avant tout, il fallait pas que ça dépasse non plus d'enveloppe parce que il investissait son argent personnel. Donc voilà, il s'est trop et moi je l'ai vu sur le tournage, hein, on verra ça en post-production avec ILM. C'est-à-dire, trop souvent, il s'est dit c'est bon, j'ai les effets spéciaux numériques, on va se débrouiller. Et quelque part, ça a servi de leçon à tout le monde à Hollywood. C'est que même George Lucas avec ça, on connaît les limites de la technologie. Néanmoins, ce que j'apprécie dans la trilogie 1, 2, 3, c'est qu'il y a une vraie cohérence avec la trilogie 4, 5, 6, c'est-à-dire qu'on nous raconte la même histoire. Alors que le 7, 8, 9, c'est un peu du réchauffé recollé. Bon, ça passe avec le 9 qui commence un peu à redonner une dimension avec tous les autres films, mais bon, quelque part, il n'y a pas besoin de l'avoir. Les 6 premiers épisodes se suffisent à eux-mêmes, quoi. Et pour conclure cette émission, parce que là, l'heure est passée à une vitesse, comme je te disais, Patrice, je pense que je vais devoir te faire revenir à plusieurs reprises parce que faudra qu'on parle de ton livre, Les objets du mythe et Génération Science-Fiction, avec une collection d'objets, mais il faut absolument qu'on fasse une émission dédiée bientôt. Et pour conclure, il y a quand même un fil conducteur sur les 3 trilogies où là, il y a rien à redire. C'est l'immense John Williams. Ah oui. Voilà. Le compositeur qui a fait entre autres quasiment tous les films de Spielberg, si ce n'est pas tous. Non, pas tous, mais pratiquement, oui. Et John Williams qui est extraordinaire. Et donc, tu voulais nous faire écouter pour conclure cette émission, parce que moi j'ai passé des extraits des épisodes 4, 5, 6 de la trilogie originale, mais tu voulais qu'on écoute quand même un extrait de l'épisode 9. Puisque tu me disais qu'il était revenu. Il était revenu à son faut pas oublier sommet. Que John Williams a 88 ans, il est toujours d'une incroyable composition et puis moi j'ai des gens qui me disent le dernier opus la musique elle est nulle, ils s'y connaissent rien en musique de film et je dirais en musique classique. Quand John Williams je dirais aligne 5 notes différentes, il y a toujours une maestria. C'est-à-dire que ce sont tous les grands musiciens, tout le monde le dit, ce gars est un génie, c'est le Mozart de la musique de film. Et une fois, hélas, qu'il aura disparu de cette planète, on se rendra encore plus compte du génie qu'il était. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer, de travailler avec lui. J'aurais eu la chance de côtoyer un grand monsieur de ce monde. C'est un génie, voilà. Et tout ce qu'il a fait, dans sa filmo, vous pouvez mettre un album, c'est génial, voilà. C'est de la, voilà. On ne peut pas dissocier Star Wars de John Williams. Je suis intimement persuadé que sans John Williams, ça aurait pas eu le même succès. Ça aurait pas été la même magie. On est complètement d'accord. Et donc, pour dire au revoir à nos auditeurs, toi, tu voulais passer un petit mot pour le personnel soignant, parce que tu me disais hors antenne que, voilà, tu avais connu Ambroise Paré quand ta fille était jeune et que tu as été très satisfait de la qualité moi, j'ai déjà du personnel. Beaucoup d'admiration pour le corps médical parce que moi j'ai un vrai problème, c'est que je ne supporte pas de mettre un pied dans un hôpital ou chez le médecin. C'est un vrai problème que j'ai depuis ma naissance. Mais il a fallu que j'y aille, hélas, pour ma fille qui aujourd'hui a 19 ans, mais qui dès sa naissance avait deux reflux au rein, et il a fallu l'opérer. J'ai pas pu l'opérer dans un hôpital pour enfants, et donc je suis allé à Ambroise Paré où je suis tombé sur le professeur Burton qui était un monsieur extraordinaire qui l'a opéré, qui a sauvé ma fille. Et je tiens à dire que le personnel médical, on m'a dit mais c'est pas un hôpital pour enfants. Ils ont été remarquables. Ils s'occupaient d'elle, comme c'était la seule enfant. Dès qu'elle pleurait, bien sûr, toutes les infirmières arrivaient en courant parce qu'il fallait pas qu'une enfant pleure. Donc elle a été chouchoutée. Ils ont été merveilleux et je tiens à les remercier. Et je leur souhaite bon courage pour tout ce qu'ils vivent en ce moment. Voilà. Eh ben, écoute, on te remercie pour ce message de soutien. Effectivement, nous aussi, on salue tout le personnel médical d'Ambroise Paré. On salue également nos auditeurs qui sont patients dans leur chambre en ce moment, en train de nous écouter sur la chaîne 60 de leur téléviseur. Et puis, on leur souhaite un bon rétablissement. On leur souhaite de revenir en pleine forme chez eux bientôt. Et puis surtout, qu'ils se plongent ou se replongent dans les Star Wars et surtout
dans les œuvres de Patrice Giraud, vraiment, c'est le but, c'est pas que je fasse de la pub à outrance, mais encore une fois, moi, j'ai la chance d'avoir le livre Les Objets du Mythe, Star Wars, Objets du Mythe sous les yeux. Encore une fois, mais il est fou, ce livre. Ouais, je voudrais juste terminer sur quelque chose parce que, pour les gens qui sont dans les chambres, Star Wars, le tout premier de l'époque, il y a quelque chose de merveilleux, c'est que c'est un hymne à la jeunesse, c'est un hymne à l'espoir, c'est un hymne à quelque part quand vous voulez quelque chose dans la vie, il faut y aller. Moi, c'est un truc qui m'a vraiment servi. C'est pour ça que j'ai écrit à George Lucas et que j'étais pratiquement le seul au monde à lui écrire, c'est que il n'y a pas. Ma mère me disait toujours, le ridicule ne tue pas. Il faut tenter les choses. Il faut tenter. Donc, dans votre vie, dès que vous allez pouvoir rentrer chez vous, si vous avez des choses, allez-y, confrontez-vous aux problèmes. Si vous avez une envie de quelque chose, rien ne peut vous empêcher. Et moi, une chose à prouver, que les choses que j'ai faites, je pensais que plein d'autres personnes le faisaient, mais non, j'étais le seul, parce que tout le monde se met des barrières. Oh non, je suis pas assez bon. Mais personne n'est assez bon. Mais si vous essayez pas, vous ne pourrez pas vous le prouver à vous-même et vous aurez toujours des regrets. Donc, essayez les choses et peut-être que vous allez faire des choses incroyables dans votre vie. Voilà. C'est le message de Star Wars. Écoute, merci beaucoup pour ce message très optimiste. Et puis, encore une fois, on embrasse tous nos auditeurs. Bon retour chez vous. Et donc, on finit cette émission sur un extrait de la BO de l'épisode 9, l'ascension de Skywalker. L'épisode 9, un morceau de John Williams. Et juste après ce morceau, vous rebasculerez sur le flux musical de la voix d'Ambroise Paré. Merci, on vous embrasse. Bon rétablissement. La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.